Fanny qui a fait une résidence de territoire ici à Arcade au sein de la ferme La Barboulotte avec Christophe, vous allez donc bien sûr nous présenter ce projet. Et puis Laurent Godard qui est designer qui a pu faire une résidence, il me semble, la même avec Sophie Larger il y a 2 ans ou 3 ans, voilà, en lien, voilà, mais je pense que c'était la même résidence. Voilà, merci à vous. Tiens Christophe, je te laisse mon micro. La ferme de Barboulotte, j'ai créé. En fait, ça part d'une idée d'une révolte aussi, qui est de dire que je ne comprends pas qu'on a réussi l'exploit d'avoir une terre qui ne nourrit plus ses habitants. Et comment, en milieu rural, là où ma grand-mère n'était pas riche, mais n'était pas pauvre parce qu'elle avait tout le temps, elle pouvait s'habiller, se loger et se nourrir, comment on a réussi ce tour de force et comment on a permis à des gens de crever la gueule ouverte alors qu'il y a des terres, alors qu'il y a de la culture, alors que normalement on doit pouvoir en vivre. Et donc de cette révolte, j'ai créé une association en septembre 2020 qui s'appelle la Ferme de Barboulotte, avec quelques-uns autour de moi, dont Félix qui est là-bas, pour porter un chantier d'insertion en maraîchage bio et gestion d'un restaurant. C'était le départ de l'histoire. On a commencé en avril 2021, mais cette histoire, je la voulais... Je n'ai jamais su comment m'exprimer. Je suis désolé, je vais dire des trucs un peu pas très carrés, mais l'histoire de l'art, pour moi, c'est l'histoire de l'homme à travers la terre. J'ai ce mot qui dit c'est en se plantant qu'on se cultive. Comment des gens qui sont sans doute plantés dans la vie, pas forcément dus à eux-mêmes, mais en tout cas dus à tout un tas de choses, et comment ces personnes qui arrivent avec une image dégradée d'eux-mêmes, on arrive en se replantant, en se réancrant dans la terre, à se réouvrir à ce qu'est le monde. Et on ne peut pas se réouvrir dans ce monde sans la beauté, sans l'art, sans quelque chose aussi qui vient nous guider dans le travail du quotidien. Et le design en est un bel outil. Et comment, à travers cet outil, on permet à des personnes qui, sans doute, n'auraient jamais regardé ce qu'ils ont fait là, n'auraient jamais compris ce qu'ils ont fait là, ont réussi à ouvrir leur regard vers autre chose que vers eux-mêmes, à réussir à ouvrir leur regard vers sans doute une identité commune, qui est la culture, qui est l'art, vers une identité sociale forte, vers du lien social. Et comment, à travers cet outil-là, et à travers le beau et le bien, je me sens bien là où je vais, et je me sens bien quand... Bien sûr, la relation qu'on a avec eux, c'est le contrat de travail, donc c'est le travail, mais comment, à travers ce travail, on démultiplie à l'intérieur de soi la grandeur et l'espoir que demain peut être fait différemment, et qu'on peut en plus, en agissant, soit sur la Terre, on peut changer les choses, changer l'environnement, qui est mal foutu aujourd'hui, qui exclut, qui donne une agriculture individualiste, qui n'est plus un lien social. Comment on recrée ce lien social sur un territoire comme celui-là? Alors bien sûr, le maraîchage est un des outils de ce travail, de ce lien social, parce qu'on a besoin de l'autre pour le conseil. On travaille beaucoup aussi sur cette idée que la parole circule, et à travers la parole, l'art à la parole, et la parole de l'art, et tout ça doit permettre à chacun de s'épanouir. Et quand j'ai commencé à exprimer ça, à l'époque, Marine et Coralie, qui étaient à Arcade, m'ont dit « mais ce serait bien qu'on puisse peut-être monter une résidence pour essayer d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner, en tout cas qui puisse avoir ce regard sur quelque chose qui... En tout cas, moi, j'avais du mal à l'exprimer, j'avais du mal à dire ce que je voulais vraiment, mais je savais qu'il fallait que le chantier d'insertion, et l'insertion ne peut pas rester ce qu'elle a été il y a 35 ans, elle doit aujourd'hui, comme le travail en général, doit pourfendre des idées nouvelles pour permettre à l'homme de s'épanouir vraiment. Le travail, la promesse du travail, c'était de pouvoir passer des vacances et de passer du bon temps. Le travail n'a jamais rempli cette promesse-là, il faut absolument qu'elle le remplisse, sinon on va se casser la gueule et la société va se casser la gueule. Donc comment à travers le design et l'art, on peut redonner ce sens-là, et redonner en tout cas ce sens d'un épanouissement au moment où l'acte du travail se fait. C'est là qu'est venue Fanny, je vais tenir les 5 minutes, tu vas voir. C'est là qu'est venue Fanny, alors
Plus largement, oui, je l'ai dit, on a travaillé aussi sur différents outils. Je me disais, mais comment, vous savez, l'objectif d'un chantier d'insertion, alors j'ai aussi des entreprises d'insertion en laboratoire de transformation alimentaire, dans l'idée de comment on travaille sur toute la transformation de la chaîne alimentaire et comment on travaille sur une économie résiliente sur un territoire. Mais aussi, je me disais, il faut aller, comment demander à des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui en chient dans la vie, qui voient pas le bout du truc, comment leur demander de qu'est-ce que tu veux faire comme diplôme, qu'est-ce que tu veux faire comme cassesse, comme examen, comme machin. Et je me disais, il y a un truc qui est important, et ce que les vieux faisaient tout le temps, c'était le passage du savoir par la parole. La parole, le lien de la parole à soi et le lien de la parole à l'autre est essentiel, surtout dans nos territoires. Et comment on arrive à transformer cette parole. Donc là, on a fait un travail avec le Musée du patrimoine oral et Caroline Darroux, qui est anthropologue, le Théâtre du Lion d'Or avec Laetitia Leterrier, qui est metteur en scène, sur cette idée de la parole qui transmet le savoir, et cette idée aussi de la parole qui transmet ce qu'on a à l'intérieur et qui modifie aussi en profondeur. Et ce que vous pouvez voir dans l'image, c'est assez impressionnant parce que, sincèrement, des personnes qui sont venues il y a 1 an chez nous, comme on dit, des personnes... alors on fait de l'insertion, alors souvent on fait de la réinsertion des gens qui ne sont pas bien, on les réinsère. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'ils sont bien là. Mais du coup, lire du Cyrano de Bergerac, lire des choses comme ça, et croyez-moi, quand vous les entendez lire, vous comprenez que cette parole agit fortement. Et donc, pour moi, la permanence de la culture est quelque chose qui doit être ancré dans notre façon de faire et dans le travail de demain. Et avec Fanny, c'était ça qui est agréable, c'est qu'on a réussi aussi à mettre l'art et donc le design au service aussi d'une pratique quotidienne. Et c'était ça qui était intéressant. Juste avant de te passer la parole, je me rappelle au début, Fanny est quelqu'un de... C'est carré, quoi. Pas moi je suis de travers, elle est carrée, et elle m'a dit, bon voilà, le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi je fais ça, et puis le mercredi elle est arrivée et elle m'a dit, mais écoute, je suis en panique, personne vient, ils m'écoutent pas, enfin ils sont pas là, et donc je crois que je t'ai répondu, bah tu te démerdes, à peu près ça. Et elle s'est démerdée, elle a sorti une table dans le jardin, puis elle a commencé à faire ce qu'elle avait à faire, et puis d'un seul coup, les salariés se sont intéressés parce que tiens, c'est quelqu'un qui peint, qui dessine, alors c'est marrant parce qu'au départ, je ne vais pas faire ça parce que c'est des trucs qu'on fait à la maternelle. Et puis d'un seul coup, de voir après le soir et le deuxième soir des gens autour de la table en train de dessiner, de peindre, de s'attacher à quelque chose et en plus de le transformer pour le travail. Ça a été, je pense qu'au-delà de la transformation de l'espace jardin, de l'espace maraîchage, ça a été de voir la transformation aussi des personnes à travers cet acte-là. Et en tout cas, c'est ça que... Moi, je ne sais pas ce que je recherchais quand j'ai souhaité ça. Je trouve que ce qu'on a trouvé est sans doute beaucoup plus beau. Et voilà. Je te passe la parole. Merci, on peut. Merci. Alors, donc je suis arrivée, moi, Fanny, designer plutôt plasticienne, parce que j'ai une pratique plastique qui nourrit énormément les sujets, les projets de design qui tournent souvent autour du quotidien, de mettre la table, faire son marché, plus récemment prendre soin de son espace de vie, faire le ménage. Je suis arrivée à la ferme de Barboulotte et au Petit Zinc alors que le projet est tout nouveau. Donc c'est une feuille blanche, il y a tout à faire. Il était entendu qu'il y a des personnes motivées qui sont là pour m'accueillir. Il était entendu que la résidence, soutenue par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, pouvait se renouveler une deuxième année. Donc c'était un temps long qui m'était accordé, à peu près 5 semaines par an, qu'on égrène comme ça, en revenant tous les 2 mois. Et puis finalement, je suis revenue un peu plus parce que le projet me plaisait beaucoup. Et
il n'y avait pas trop d'idées fixes, si ce n'est passer du temps là, réfléchir à ce qu'on pouvait faire ensemble, améliorer ces espaces de travail et surtout impliquer les salariés. Donc on a fait beaucoup sur 2 ans. J'ai mis un petit échantillon ici, mais c'est tout petit. Alors, de la signalétique, pas mal de projets bidimensionnels. On avait besoin de repères, de se repérer, donc de la signalétique, des panneaux, de la notice d'utilisation des toilettes sèches, des mises en forme de chartes de vie, des cartes de boissons pour le restaurant. En fait, les idées, elles arrivent à la fois des dirigeants, à la fois des encadrants techniques ou socio-professionnels, mais aussi des salariés eux-mêmes. Et moi, j'essayais d'aller à la pêche de leurs idées, de leurs envies, d'être à l'écoute. J'avais mes idées aussi, et puis je voulais faire croiser tout ça. Et donc, il y a plein d'éléments qu'on pressent, un peu comme ça, des intuitions. Il y a des ressources propres au territoire, une temporalité. Et donc, avec tout ça, imaginer un parcours pour petit à petit impliquer de plus en plus les gens et faire de plus en plus de choses ensemble. Alors, je vous propose d'entrer dans un exemple précis pour déployer une expérience assez concrète de qu'est-ce qui se passe. On peut passer. Voilà, donc quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose, le terrain est assez vide, mais par contre, il existe déjà un logo, parce que l'association existe. Et ce logo, il a été dessiné par Franck Dujoux, un graphiste du coin qu'on a mentionné plus tôt, et qui est aussi le concepteur de l'identité visuelle de Arcade. Et donc Franck, il a imaginé le petit B orange qu'on voit en premier, B comme barboulotte, et vous reconnaissez aisément une forme de haricot, parce que pour lui c'était en lien avec la graine qu'on sème, cette symbolique-là, mais aussi quand j'ai parlé avec lui et dans ses inspirations, il y avait l'idée qu'il existe tout un tas de formes de graines différentes, autant qu'il y a d'histoires de salariés qui pouvaient prendre part à cette aventure. Et donc moi au début quand j'arrive, je vais voir les salariés qui sont là, je parle avec eux à la pause, je les suis un peu sur les terrains, et puis j'imagine tout un tas de petits jeux pour commencer à faire connaissance. Et j'ai un petit cahier et je leur demande de dessiner de tête, de mémoire, le logo de la ferme, l'association qui les emploie. Et c'est assez rigolo parce que pour certains, ils l'ont sur leur casquette brodée ou sur leur polaire, ou bien au moins elle est sur le minibus qui vient les chercher tous les matins pour les emmener sur le lieu de travail. Et en fait, ils s'en souviennent pas. Enfin, alors ils me dessinent leur plus beau B, ou certains s'en souviennent vaguement. Ils savent qu'il y a une particularité, mais ils la mettent en haut, en bas. Et puis, du coup, c'est comme ça une récolte. J'ai tous ces B. Ils sont très divers et au départ j'en fais rien, mais je me dis que cette diversité-là et cette richesse, elle est intéressante et qu'il faut que je la garde. C'est la suite. Alors quand on travaille avec des personnes qui ont pour beaucoup une faible estime d'eux-mêmes, on va se heurter, exactement comme le disait Christophe, à un refus. D'abord, on me dit non, je veux pas faire ça. Moi, je suis pas créatif, ou je suis pas minutieux, j'arrive pas avec mes mains, ou j'ai pas envie de faire des trucs de maternelle. Donc, je dois trouver tout un tas de petits dispositifs pour contourner ça. Donc, il y a beaucoup de choses que j'imagine. Par exemple, quand on me dit « je sais pas dessiner », en fait, c'est pas dessiner, c'est décalquer, c'est faire le contour, c'est repousser au travers d'une image. Tous ces dispositifs-là, voilà, c'est important d'avoir sur la table, quand ils arrivent, quelque chose qui les effraie pas et qui leur fait pas peur, qui se disent en fait je peux y aller. Donc une paire de ciseaux, du papier, et là comme on le voit, une casserole avec des oignons. Les oignons ils en voient parce qu'ils en plantent, ils en récoltent. Et d'ailleurs comme ils ont gelé, on leur a demandé de les récolter, ils n'ont pas trop compris pourquoi. Il se passe ce qui se passe quand on fait de la teinture à l'oignon, vous l'avez déjà tous probablement fait, un effet un peu magique avec peu de choses et surtout avec le jus de fer qui va permettre de faire évoluer la couleur vers toute une gamme de nuances de brun, de vert. On arrive à un petit effet waouh de surprise qui les capte et
aussi tout de suite les projette dans une autonomie parce que finalement ils seraient capables de faire ça chez eux, ils n'ont pas besoin d'être designer ou je sais pas quoi. Ça pue dans les bureaux quand même. Une fois qu'on les a, et 1 an plus tard, on est capable de faire des choses, de les amener vers quelque chose de beaucoup plus sophistiqué en termes de technique. Là, c'est un atelier de sérigraphie qu'on a mené dans les jardins, donc avec un atelier mobile dijonnais qui est venu nous aider pour insoler des plantes qu'on avait préalablement mis de côté, mis sous presse, qu'ils avaient choisies. On crée des cadres, on reprend les baies que je vous ai présentés tout à l'heure dans différents dispositifs de composition et on s'amuse avec les couleurs des encres, les fluos. Là, tout à coup, il faut faire des choix, il faut disposer les choses, il faut s'engager, il faut essayer, il faut oser. Et puis, on découvre que la technique de la sérigraphie, il y a un côté artisanal, il y a une unicité qui est très intéressante. À la fin de la journée, on se retrouve encore une fois avec un panel qui est réjouissant. Si bien que... en fait, on les embarque et carrément on prend le minibus et puis on s'en va faire de la sérigraphie à Dijon dans un atelier, un ESAT, où des personnes en situation de handicap nous expliquent comment eux, professionnellement, ils travaillent avec la sérigraphie textile. Et donc là, on se met à sérigraphier les bouts de tissu qu'on avait teints avec les oignons et on a encore plus de possibilités sur quel fond on choisit, quelle encre, dans quelle disposition, à nouveau. Et en fait, tout ça, que ce soit de la technique la plus modeste à la technique la plus sophistiquée, il faut et il est important de le regarder avec le même sérieux, le même soin, et toujours en termes de qualité. Qu'est-ce qui se passe quand j'appose ceci, cela, et donner de l'importance à chacun de ces gestes, que ce soit la teinture d'oignon ou la sérigraphie. On obtient à la fin ce sac qui est un cabas pour transporter des fruits et légumes, qui va servir à faire rayonner l'association de la Barboulotte. Alors dans cet exemple-là que j'ai déployé, ça va pas servir aux salariés concrètement dans leur environnement de travail, contrairement à d'autres panneaux qu'on a pu faire et qui vraiment ont un impact sur leur quotidien, leur repérage et leur travail. Mais par contre, on obtient un objet qui est fini et ça fait partie des enseignements de cette résidence. Pour moi, il y a 2 choses que j'aimerais partager. C'est d'une part la valeur de l'engagement et ensuite le besoin de l'aboutissement. C'est-à-dire que il est important que le cadre soit bienveillant, qu'il y ait de la confiance, qu'on puisse se tromper, qu'il y ait du temps, qu'on soit là, qu'on fasse, qu'on y revienne. Ça permet de les embarquer. Une fois qu'on les a embarqués, on peut imaginer une progression dans les sollicitations. C'est-à-dire que au début, on est sur des choses très fonctionnelles. Effectivement, ils acceptent de prendre part seulement s'ils font un panneau qui va bien servir à nous dire qu'on est à la planche numéro 1 et ça va être utile pour savoir si je dois récolter des choses là-dessus. Après, on peut aller vers quelque chose de plus décoratif, de plus poétique et même de plus expressif où on peut réfléchir sur qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on écrit et porter leur voix. À ce compte-là, je vous invite, parce qu'on a fait une installation sensible dans le cadre de la France Design Week, on a écrit des messages et ça va être à Missery, pas loin d'ici, autour du 16 septembre. Voilà. Et le besoin d'aboutissement, c'était la deuxième chose, c'est la nécessité d'un résultat. Pour eux, c'est important parce que souvent, quand on rédige une note d'intention pour un projet, on est sur des promesses et vous savez, la campagne ou le plein air, c'est tellement joli et c'est tellement instagrammable qu'on pourrait rester en surface, faire une micro-action, prendre des jolies photos et puis s'en aller. Et pour être sûr de les embarquer, comme je disais, et de s'installer dans le temps, de constituer une mémoire qui fait que les uns les autres vont savoir que c'est eux qui ont fait, que c'est les équipes qui ont participé, il est important de ne pas rester en surface. Forcément, toutes ces questions autour de l'humain et de comment est-ce qu'on embarque les gens et de comment est-ce qu'on se positionne en tant que designer, ça chamboule beaucoup de choses parce qu'on arrive à être parmi eux là-bas. On n'est plus designer de la France Design Week, on est humain parmi les humains. Moi, je me suis beaucoup questionner sur ce qui nous séparait. En fait, quand on est designer et que on sort d'études ou qu'on est entre 2 boulots, on peut passer par des cases comme
le RSA ou Pôle emploi au même titre que ces personnes-là qui ont été éloignées de l'emploi. Ce qui nous sauve à ce moment-là, c'est la question des appuis, c'est d'avoir quelqu'un qui, dans notre parcours, à un moment donné, a pu nous dire ce que tu regardes, ça a de la valeur. C'est important, c'est un fil, vas-y, pousse dans cette voie. Et ben, c'est ce que j'ai essayé de faire avec eux, j'ai essayé d'être cette personne, mais finalement j'étais comme eux, avec mes doutes, en constante transformation, évolution, vivante, voilà. Et puis j'ai espéré en tout cas réduire les écarts, contribuer à leur rendre une capacité d'agir et une confiance dans ça. Je m'excuse si j'étais un peu longue. Lourde responsabilité qui est la mienne de clôturer Grand Bavard que je suis en peu de temps. Alors donc Laurent Godard, je suis prof aux Arts Déco, j'ai eu une première partie de ma vie, j'ai fait beaucoup de prescriptions. Donc j'ai travaillé sur des magasins, des espaces de vente, et puis en 2011 j'ai complètement bifurqué. Et j'ai monté en lien avec Sophie Larger, projet qui s'est essaimé un peu partout. En tout cas, on connaît bien les Vosges, on connaît un peu la région parisienne. Et on a eu le plaisir de venir à Arcade, sur invitation. C'était un moment absolument merveilleux. Je suis très heureux d'être là, évidemment, pour vous présenter un peu l'actualité du travail que je mène. Le premier projet que je vais présenter, alors je vais essayer de courir, s'appelle École rêvée. Alors là, vous avez une vue du ciel. Je vais tout de suite passer à l'image d'après. Donc, en fait, l'École rêvée, c'est une école qui est située dans le quartier du Barrage à Montmagny. Alors, c'est la banlieue du 91. On est collé à Sarcelles. Et c'est une ville qui a une singularité géographique, puisque d'un côté, elle touche, on va dire, on est proche d'Enghien, Montmorency, pour ceux qui connaissent, donc on touche plutôt une bourgeoisie assez manifeste. Et de l'autre côté, on touche l'une des plus grandes précarités qui m'a été donnée de rencontrer. Et la seule chose qui existe finalement dans ce quartier, le seul phare du quartier, c'est une école. Alors, ce qu'on ne voit pas bien sur les images, c'est qu'en fait, ce quartier, non seulement il est isolé, mais il est entouré de 2 bidonvilles, puisqu'en fait, on a une grosse concentration de familles historiques manouches. Les manouches, en fait, il y a des familles qui sont là depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire qu'ils sont plus sédentaires que certains habitants de la ville. Mais c'est des gens du voyage. Donc l'école, elle est obligée d'avoir une attitude en termes de pédagogie alternative qui est très forte. Donc, moi, j'ai rencontré les équipes pédagogiques là-bas et j'étais très, très fâché que la mairie ne prenne pas beaucoup plus soin, en fait, de cet espace-là, de ces lieux-là. Les équipes locales, en tout cas, l'énergie au sein de l'école était fantastique. Ils allaient chercher des pédagogies alternatives. Ils portionnaient le travail en fonction des publics. C'est-à-dire qu'en fait, vous enseignez pas de la même façon à un gamin qui est là 3 mois par an qu'à un enfant qui est là toute l'année. Je vais pas continuer de dégrainer en fait tous les drames de cet endroit. C'est le plus bas CSP de la circonscription, mais c'est pas une REP parce qu'en fait il y a un lycée, un collège voisin qui fait que ça réunit beaucoup plus de monde local. Donc là, j'ai décidé de monter un projet. Donc c'est un projet qui a été écrit où j'ai invité 2 autres personnes à venir me rejoindre. Alors c'est un projet qui a été construit avec l'ensemble des équipes pédagogiques de l'école. J'arrive pas et je dis on bazarde un truc. Non, c'est fabriqué. Donc il y a 1 an d'écriture à peu près avant que le projet s'engage. C'est un projet qui a été soutenu par la DRAC. Et l'idée, c'était d'engager dans un premier temps un échange avec les enfants pour les former au design. Donc les former dans le champ du design graphique avec Marc Mayonne qui est graphiste, dans le champ du design objet, alors humblement avec moi, et de l'espace, de l'architecture avec Denis Pégase-Blanc qui a un studio qui s'appelle le studio Ad Hoc qui se trouve en fait à Saint-Denis. Et donc avec cette petite équipe-là et bien sûr l'ensemble des pédagogues, on a égrené des ateliers qui se sont adressés de la maternelle au CM2. Donc en fait on avait des journées infernales, on faisait des ateliers quasiment toute la journée. Donc l'idée ça a été en fait de former d'abord une première année les enfants
assez problématique d'espace, de faire, de mise en œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre? C'est quoi un alphabet? En utilisant des outils. Alors je vais pas, il y en a eu beaucoup. Je ne rentre pas dans le détail malheureusement, et je vais plus vers des résultats dans ce que je vais vous présenter, ou plus exactement comment en fait ces propositions qui ont été portés par les enfants sont devenus des réalités concrètes à l'intérieur du quartier, puisque c'est un projet qui, au départ, était une résidence financée par la DRAC, qui est devenue en fait une résidence de 2 ans parce qu'il y a eu le Covid, puis qui finalement, avec l'engagement que ça impliquait, on est resté 4 ans. Donc en fait, on a livré les derniers éléments de l'école rêvée en juillet dernier. Donc 4 ans, dans une vie, c'est pas rien. Donc on a vu grandir, c'est-à-dire que les enfants qu'on avait en CP, on les a vus en CE2, au CE1, c'était assez marrant. Bref, donc je veux bien qu'on passe à l'image d'après. Alors ce projet, il est rien si on n'est pas dans une logique d'implication de tout l'environnement. C'est-à-dire, comme je le disais au départ, il y a un problème d'engagement de la mairie vis-à-vis des lieux et des espaces de cette école. C'est une école qui était vraiment dans un sale état, une cour qui était... vous voyez, il y a des trous partout. On n'était pas là pour patcher les choses. Mais ce qui est rigolo, c'est que la dynamique qui a été générée par les propositions des enfants, il y en a eu plusieurs, je vais vous les citer après. Là, ce qu'on voit, c'est la Discutex, c'est un ancien garage. Il y avait une auto qui était garée là de temps en temps. Et ce garage, en fait, finalement, on l'a mutualisé comme... l'école est à peu près à 2 km du centre-ville, les gamins du quartier ne descendent pas pour aller à la médiathèque. Donc en fait, on a co-construit avec les enfants, la Discutex, c'est un mot qu'ils ont inventé, je précise, cet espace qui est donc un espace de ressources dans lequel il va y avoir des livres, des jeux, des choses qui sont, plutôt que d'avoir une boîte à livres, c'est là que ça va se passer. Et elle va être gérée par les enfants et par une association du quartier qui s'est créée au moment du confinement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement rien par là que ça a mis les jeunes du coin vraiment en rogne. Ils enjambaient en fait l'école pour aller jouer dans la cour. Et finalement, l'intelligence de la mairie, c'était de leur donner les clés. Et donc, ces phénomènes très, très directs qui étaient aussi implicites, puisque comme on était rentré en discussion avec la mairie, on est rentré en discussion avec le quartier, les habitants, on était avec les enfants. Il y avait plein de choses qui s'opéraient autour de nous, des choses qui étaient voulues, des choses qui étaient complètement des hasards. Et donc, on a un papa qui est venu peindre, on a des gens qui sont venus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait un carnet de propositions à partir de tout ce que les enfants avaient dessiné. On a créé un alphabet, on a créé des jeux pour la cour, on a re-questionné en fait même les usages de la cour. On était plus loin que simplement faire de l'aplat, quoi. Après, les aplats, ils sont venus parce qu'on n'avait pas les budgets de fabriquer les volumes. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une petite réalisation qui est super manifeste, puisque l'ensemble du quartier s'est mis en ligne. Et on a fait voter en fait, à la mairie, dans un conseil municipal, l'autorisation des parents pour venir intervenir sur un bâtiment public. Ça a l'air de rien, mais il y a une question de responsabilité. Donc on a fait déborder le projet. Je veux bien qu'on passe à l'image après. Donc à partir de tampons, de choses qui avaient été faites à la main, on a créé des enseignes. On a fait intervenir aussi, alors il y a des choses qu'on a confiées à un DNMed, il y a un DNMed céramique à Paris. Donc on a fait venir aussi des gens d'ailleurs, des étudiants des arts déco qui sont venus faire des ateliers participatifs, ce qui fait qu'en fait on a changé complètement le visage de cette école. L'enseigne là, elle a été réalisée par un ancien de l'école dans son lycée technique. Donc en fait il y a une idée de passation comme ça du projet qui était des petits trucs auxquels personne n'aurait cru parce que c'était des dessins d'enfants, à quelque chose par le design, en tout cas par le fait d'avoir un portage de designer ou d'architecte à une autre échelle. Si on peut passer la dernière. Voilà, donc en fait maintenant on a un environnement de vie qui est assez étonnant. On a aussi des frictions entre des corps qui ont participé. Je pense là à Vera ou à Julien qui est dans la salle, qui est en stage avec moi encore cette année, qui sont venus travailler, donc avec des jeunes du quartier, dans une atmosphère de travail. Voilà. Donc ça c'est le premier projet. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, mais bon. Le second projet, c'est un projet qui me tient très à cœur, qui est en cours. C'est un projet qui s'appelle Mémoire des sols. J'ai des attaches assez profondes avec l'Aveyron, sauf que ce n'est pas une image de l'Aveyron qu'on a. Celle que je vous transmets aujourd'hui, c'est celle du bassin houillé. C'est un endroit qui est extrêmement dur,
où il y a une psychologie très fataliste qui s'est installée depuis très très longtemps. C'est un des berceaux de la sidérurgie en France. On pense toujours aux mines du Pas-de-Calais, on pense toujours au nord. Mais en fait, à cet endroit-là, il y a un microcosme qui est lié à la présence de gisements de charbon. Et en fait, il y a 350 millions d'années, on était dans une forêt luxuriante. Et là, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de parler de la résilience en fait, des environnements. Puisqu'en fait, la population là-bas, elle est vraiment en souffrance. Il y a encore une entreprise, la SAM, qui a fermé l'an passé, qui était une entreprise qui faisait de l'injection d'aluminium pour Renault. Donc, enfin, à l'ère de la relocalisation ou de la localisation de l'industrie française, voir fermer ce truc-là, ça a été un peu dur pour le coin, sachant qu'il reste à peu près 15 000 habitants là-bas, 1500 emplois. Je vous laisse faire le compte, ce que ça implique pour les familles. Donc il y a une fatalité là-bas. Et moi, en fait, malgré tout, je trouve que c'est un endroit qui est absolument incroyable. Ce qu'on voit sur la gauche, c'est la découverte. C'était la plus grande mine à ciel ouvert d'Europe. Et en face, c'est Decazeville dans les années 50. Et la population là-bas est nostalgique de cette image de gauche, en fait, quelque part. La mémoire, on va dire, du présent, c'est celle de gauche. Je veux bien qu'on passe à l'image d'après. Donc moi là-bas, je fais des collectes. Je vais sur les lieux qui ont été stigmatisés qui ont été assez stigmatisés. Et à proximité des lieux de mine, je recense les matériaux, je ramasse les cailloux, je pense à Gaspard tout à l'heure, et puis je cherche en fait des matériaux, des matières qui sont potentiellement déplaçables dans le champ de la céramique. Donc c'est un projet qui est en dialogue, qui s'opère en dialogue avec Chin Nguyen, qui est céramiste avec qui je travaille maintenant depuis plus de 11 ans. On a fait beaucoup de choses très variées avec Chin, on est assez indisciplinés. Et donc là, j'embarque mon copain dans l'Aveyron et je le convainc de faire cuire des cailloux dans son four. Et donc en fait, on a fait des collections. On a fini par trouver des terres. On a trouvé également localement des argiles nobles. Et on a commencé à avoir une expérience en fait à travers l'emploi de ces matériaux qui sont des matériaux plutôt pauvres. On redécouvre en fait les richesses au fond de ce qu'est une matière quand on va la chercher, quand on va la collecter. C'est-à-dire que nous, les designers, enfin en général, on ne va pas prendre un matériau, on va dans un magasin, on se fournit chez un industriel, etc. Là, le fait d'aller se rattacher à la ressource pour coller au sujet du jour, c'est en fait prendre conscience à quel point elle a de la valeur. D'où cette idée d'une relation au sol, qui est une relation qui va s'établir sur 3 niveaux de mémoire différents. La mémoire géologique, alors c'est la mémoire aussi historique, vraiment de la création de notre planète, avec ces variations de paysages, ces variations de matériaux, sa complexité. La couche pédologique, la couche de surface, qui est celle où ça pousse, on va dire. Donc là, c'est la résilience, au fond, de l'environnement, sa capacité à réexister. Et on peut ajouter à cela que dans cette résilience, j'incorpore les gens qui la travaillent, c'est-à-dire le renouveau d'une paysannerie dans des endroits industriels comme cela, puisqu'en fait, il y a une forte présence de maraîchers bio et de pratiques en agriculture biologique. Et la mémoire, on va dire, humaine, celle qui traverse le temps. Donc celle qui traverse le temps de la préhistoire à nos jours. Et donc ces 3 niveaux de mémoire, en fait, j'essaye de les faire traverser lors d'ateliers participatifs. Donc nous, on a une expérience, si vous voulez, avec les matières, et ensuite on va la retransmettre aux personnes là-bas. Et la théorie de tout ça, c'est que peut-être qu'en traversant par l'expérience ces mémoires, on peut arriver à dégager un sentiment de bien-être qui est absent à ce jour. Je veux bien qu'on montre, voilà. Alors ça, c'est des petites choses que j'ai mis en place cet été, là, au mois de juillet. Donc après avoir fini Col Rêvé, on est parti dans l'Aveyron. Et là, on est à la grotte de Foissac. Donc on a fait un périple, on a été marcher avec un groupe d'une dizaine de personnes. C'est un test, hein, c'est une expérimentation, c'est un test. Avant de le passer à une autre échelle, faire un prototype. On a emmené une dizaine de personnes cueillir en fait des matières naturelles, ramasser des pierres, ramasser des végétaux sur un ancien site, là en l'occurrence à Cransac, qui est une des découvertes qui était là. Donc la découverte n'est plus visible, ça a poussé dessus, et on a été récupérer ces matériaux. Et ces matériaux, on les a fait rencontrer en fait une terre, un argile, qui est un argile qui vient de la grotte de Foissac. Et la grotte de Foissac, en fait,
C'est une grotte dans laquelle les hommes au Chalcolithique, donc on est au néolithique, allaient prélever la terre pour fabriquer des objets, qui ont été des objets qui se sont diffusés d'ailleurs dans la région, puisque c'est des objets qui permettaient de mettre en sécurité le grain qui était prélevé, qui était issu de l'agriculture. Donc en fait, on avait la rencontre, je termine, de deux mémoires par une action. Et la dernière action, je veux bien qu'on change voilà, l'idée c'est de faire des cuissons à l'endroit des anciens hauts fourneaux de Casseville, c'est-à-dire sur le lieu où en fait est née la sidérurgie, et donc de boucler cette relation aux trois mémoires, la mémoire du vivant, la mémoire du sol, matériaux, et puis d'un seul coup de venir faire des cuissons raku en public. Et donc en fait, si vous avez déjà vu un raku, c'est assez impressionnant puisqu'il y a une chorégraphie de pièces, des pièces incandescentes qui d'un seul coup sont sorties, et on peut revivre quelque part une forme d'expérience symbolique de ce qui s'est produit à l'ère industrielle. Et dans un sens, c'est une forme de respect pour la mémoire des luttes ouvrières, c'est une forme de redécouverte, et en même temps, c'est une façon de prendre conscience que les matières qui sont autour de nous, elles sont source de création et de résilience pour le territoire. Je clôturerai avec une dernière image, je n'en dirai pas plus, mais je vous invite s'il vous plaît à venir, si vous en avez le courage, à Étampes, où je viens de passer 1 an en résidence au sein de la cité culturelle qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique Barthélemy-Durand. C'est un hôpital qui fait 80 hectares, c'est un des plus grands hôpitaux psychiatriques français, où j'ai travaillé avec tous les quartiers autour sur la question du traversement. Comment est-ce qu'en fait on va aller dans un lieu culturel, c'est bien de mettre un lieu culturel dans un hôpital fermé. Sophie a très bien rappelé tout à l'heure en fait, tous les enjeux de l'hospitalisation. Et puis il y a toutes les symboliques aussi de ce franchissement, de ces espaces clôturés. Et donc j'ai mis en place 38 ateliers participatifs sur l'année qui ont questionné quasiment l'ensemble de la ville, les centres sociaux, etc., pour essayer de faire parler les gens sur l'hôpital, mais aussi de faire parler les gens sur le quartier qui est celui du voisin, et en fait de projeter une forme de soin pour la cité culturelle à l'échelle de la ville. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Oui, c'est une prouesse, merci beaucoup. Je ne vais pas me permettre de conclure cette journée, je veux bien que Marine Huneau de Design Arcade, Design à la campagne, puisse venir me rejoindre sur scène. Merci beaucoup d'être venue. Marine, je te laisse la conclusion. Merci à tous pour cette journée qui était dense, mais je pense intéressante, et qui parlait bien des initiatives qui sont portées un peu partout sur les territoires, qui parlent de design mais pas que, qui parlent surtout d'énergie et de façon de porter des projets qui sont tous généreux, je pense, avec les gens, les habitants, avec le paysage, et qui permettent de faire avancer les choses d'un point de vue économique, environnemental et social. Et c'est ce qui nous importe, en tout cas, et c'est ce qu'on voulait partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment à Arcade.